Bonjour. Avant de lancer cette deuxième session de cette magnifique journée scientifique, je tiens à remercier donc, le comité organisatrice de l'association de m'avoir invité en tant qu'orthopédiste. J'ai beaucoup appris avec vous ce matin avec ces magnifiques conférences animées par Dr Kolta. Et sans trop tarder, donc, je laisse la parole à professeur Nsar, professeur au CHU Ibn Rushd de Casablanca, et aussi responsable de l'unité ostéopathie fragilisante. Et sans trop tarder, donc, il va nous parler de la prise en charge de l'ostéoporose en pratique à travers des cas cliniques, je pense. À vous la parole, Kolta. Merci beaucoup, chers amis, chers collègues. J'ai le plaisir de participer à ce troisième atelier de la serre. Et de mon côté, je vais parler de la prise en charge en pratique de l'ostéoporose. Et pour ceci, je vais essayer de suivre le plan suivant. D'abord, avant de présenter des cas cliniques, je vais tout d'abord insister sur l'intérêt à prendre en charge l'ostéoporose. Puis, la première partie sera le premier cas clinique qui est un peu lent. Il est lent parce que je vais essayer de répondre à certaines questions d'ordre pédagogique et vous allez voir que ça va répondre aux indications et à la gestion de traitement anti-ostéoporotique et en plus dans une situation particulière. Donc c'est ce qui fait que c'est le cas clinique le plus lent. Et par la suite, j'ai préparé aussi 4 cas cliniques. J'ai scindé cette présentation en 2 parties. La première, c'est 3 cas cliniques et en fonction de votre souhait, si vous voulez que je continue les 5 cas cliniques, c'est bon, sinon je vais m'arrêter à 3 cas cliniques. Donc, pourquoi on s'intéresse à la prise en charge de l'ostéoporose? Comme vous le savez, avec l'âge, vieillir, bien sûr, ça augmente le risque d'ostéopénie et d'ostéoporose. Mais le plus important quand on prend en charge cette pathologie, qui est une véritable pathologie, ce n'est pas lié à l'âge, mais c'est une véritable pathologie qui encourt les patients un risque très important de fracture. Qui dit le risque de fracture dit l'augmentation de l'handicap, l'altération de la qualité de vie des patients, l'augmentation du risque de mortalité et aussi l'augmentation des dépenses en santé, en économie de santé. Donc c'est une véritable pathologie qui altère la qualité de vie des patients, mais constitue un problème de santé publique. Donc, je ne vous apprends pas la définition, bien sûr, de l'ostéoporose. C'est une question de quantité, mais également de la qualité de tissu osseux. Donc, c'est une altération de la résistance de tissu osseux. Qui dit altération de la résistance de tissu osseux à côté de la présence des facteurs de risque de chute, il y aura l'augmentation du risque de fracture et d'où l'importance de chercher les 2 facteurs chez le même patient, non seulement les facteurs de risque de l'ostéoporose, mais aussi les facteurs de risque de chute. Les 2 constituent un risque de fracture et donc les facteurs de risque de fracture. Alors, dans ces diapositives, je veux juste rappeler les paramètres de la résistance osseuse et surtout la qualité de tissu osseux. Telle qualité est définie par la géométrie de tissu osseux, la microarchitecture trabéculaire, la microarchitecture corticale, quand il existe une altération de la minéralisation de tissu osseux et aussi donc, la plasticité et l'élasticité de l'os, donc, qui définissent la qualité de tissu osseux. Donc, au cours de l'ostéoporose, il existe l'augmentation de la fragilité, la diminution de la résistance osseuse et donc l'augmentation du risque de fracture. Dans cette diapositive, j'insiste sur une chose qu'on oublie fréquemment, donc c'est le capital de tissu osseux qui est très important à en penser quand on a des patients qui n'ont pas de facteur de risque de fracture et qui continuent à faire des fractures. Pensez au pic de la masse osseuse. Comme vous le voyez dans cette diapositive, en vert, un pic de la masse osseuse optimale par rapport à en bleu, altération de capital de tissu osseux qui définit par la suite au cours de notre vie notre capital de résistance osseuse. Comme vous le voyez donc en vert chez les patients qui ont une bonne diète quotidienne, qui exercent l'activité physique quotidienne en bonne santé, donc ils auront un déclin de la résistance osseuse moindre que par rapport aux patients en bleu qui ont une altération de ce capital de tissu osseux et donc ils auront un déclin très rapide au cours de leur vie de donc la résistance osseuse et donc ils sont sujets à faire des fractures plus fréquemment. Donc on le sait, là aussi je ne vous apprends rien, l'ostéodensitométrie elle est très capitale pour porter le diagnostic de l'ostéoporose et comme vous le savez, chaque diminution d'une dérivation standard du T-score entraîne l'augmentation du risque de fracture par 2
Et aussi, donc cette augmentation de risque de fracture dépend aussi de l'âge, et il augmente avec l'âge. Donc, mais le problème qui se pose, d'abord, on l'a appris tout à l'heure par le docteur Kolta, c'est déjà il faut bien analyser l'ostéodensitométrie, mais aussi le T-score inférieur à moins de 2,5 n'est pas suffisant pour prédire le risque de fracture. N'est pas suffisant parce que dans plusieurs études, comme cette étude, une large étude de Rotterdam qui a été faite chez les patientes ménopausiques, on a retrouvé que presque 50% des patientes ostéopéniques, ils ont fait une fracture. Cette fracture, donc c'est une fracture non vertébrale, donc périphérique, mais ceci est applicable aussi pour les fractures vertébrales, comme donc l'attestent certaines études comme ces deux. 21% des patientes ostéopéniques âgées de plus de 60 ans avaient des facteurs de risque d'ostéoporose et ils ont fait des fractures vertébrales. Et le problème avec les fractures vertébrales, ce sont généralement des fractures asymptomatiques. Donc d'où l'intérêt donc bien sûr faire attention chez les patients qui sont âgés, qui ont des facteurs de risque d'ostéoporose qui sont asymptomatiques, de faire attention et chercher des fractures qui sont asymptomatiques. La même chose pour la deuxième étude. Donc il a été retrouvé que 20% des patientes ostéopéniques qui avaient des fractures non vertébrales, ils avaient donc plusieurs fractures vertébrales. Donc c'est d'où l'importance de prendre en charge cette pathologie. Et aussi, c'est là où il y avait l'avènement des outils d'évaluation de risque de fracture. C'était donc bien sûr dans ce sens pour évaluer le risque de fracture chez toute patiente qui a des facteurs de risque, qui est ostéoporotique ou ostéopénique, mais donc bien sûr pour évaluer le risque de fracture chez elle. Parmi ces outils d'évaluation, donc qui souffrent de limites, on l'avait vu tout à l'heure, mais ils sont très importants pour prendre en charge nos patients, c'est le FRAX, il y a le FRAX+, il y a le Trabecular Bone Score, et il y a aussi les marqueurs de remodelage osseux, et ainsi de suite. Il y a aussi Vertebral Fracture Assessment et tout le reste. Donc, c'était des rappels utiles, à mon sens, pour vous rappeler de l'importance à prendre en charge cette pathologie. Et là, je vais rentrer dans le vif du sujet à travers des cas cliniques pour répondre à la question « Quelle est la prise en charge en pratique de nos patients souffrant d'ostéoporose ?» Alors, pour ceci, il faut se poser ce genre de questions chez tous les patients. Face à chaque patient, il faut qu'on se pose ces questions. Qui je dois traiter ou quand je dois traiter, comment je vais traiter cette patiente, pour combien de temps faut-il traiter cette patiente, quels sont les TTT ou bien le treat to target ou les objectifs thérapeutiques, parce que l'ostéoporose est comme toute maladie chronique, comme la polyarthrite rhumatoïde, les spondylarthrites aussi, et là c'est TTT pour bien les prendre en charge, et comment je vais gérer le traitement chez tous les patients. Donc ces questions, je vais répondre à ces questions à travers le premier cas clinique. Le premier cas clinique, je l'ai dit au départ, donc c'est une patiente âgée de 78 ans qui a commenté ses dents. Elle souffre depuis 18 ans pour une polyarthrose, donc arthrose avancée des genoux, lombarthrose. Elle a été traitée par tous les moyens physiques, pharmacologiques et non pharmacologiques. Elle est suivie aussi pour néphropathie hypertensive qui est compliquée d'insuffisance rénale chronique modérée stade 1 et qui a eu malheureusement une fracture de la hanche droite suite à un traumatisme à faible énergie. Elle a été adressée chez professeur Rafaoui, qui l'a traitée par ostéosynthèse, par flou cervico-diaphysaire, et nous l'a envoyée pour complément de prise en charge. Donc c'est une patiente qui était en bon état général, elle avait un IMC à 21, elle était sédentaire à cause de la polyarthrose et à cause aussi de cette fracture, elle marchait à petits pas à l'aide d'une canne, et elle avait, donc, comme toutes les femmes âgées ménopausiques, un syndrome trophostatique avec une fente sarcopénique, surtout au niveau fessier, donc une sarcopénie. Donc la première question qui se pose, quelle est notre première conduite? La question, elle est facile, la réponse est facile, mais mon message, c'est surtout de se poser cette question face à toute patiente qui présente une fracture, elle est âgée, elle présente un certain facteur de risque. Est-ce qu'il faut éliminer les autres causes d'ostéopathie fragilisante? Est-ce qu'il faut réduire le risque de fracture, prévenir les risques de chute, agir sur les mesures hygiéno-diététiques ou commencer d'emblée un traitement de l'ostéoporose, un traitement de première ligne de l'ostéoporose? Où toutes les réponses sont justes. Tout à fait, tout à fait. Donc toutes les réponses sont justes, sauf que d'abord, il faut s'assurer. Donc il ne faut jamais avoir la certitude qu'il s'agit d'une fracture ostéoporotique. Il faut s'assurer donc qu'il s'agit d'une ostéoporose et non pas une autre ostéopathie fragilisante. Et bien sûr, réduire les facteurs de risque de fracture qui sont les facteurs de risque de l'ostéoporose et de chute, tout en agissant sur les mesures hygiéno-diététiques. Et par la suite, on va commencer un traitement de l'ostéoporose de première ligne. Donc voilà, donc c'est l'élimination des autres causes quand on parle des mesures hygiéno-diététiques.
thérapeutique, c'est surtout, il faut s'assurer de statut vitaminique D et calcique, la prévention des chutes, le traitement par la suite de l'ostéoporose, tout en assurant aussi s'assurer de la bonne adhésion thérapeutique ou bien la compliance au traitement. Donc c'est ça le premier message, c'est un. Deuxième message, c'est que chez chaque patiente âgée de plus de 65 ans, chaque sujet homme âgé de plus de 75 ans, il faut faire une évaluation de risque de fracture. Chez tous les patients, pas forcément ils font les patients qui ont des fractures, mais automatiquement quand on reçoit des patients pour X pathologies, âgés de plus de 65 ans pour les femmes et 75 ans pour les hommes, il faut chercher est-ce qu'il existe une ostéopathie fragilisante sous-jacente et éventuellement l'ostéoporose. Il faut évaluer le risque de fracture chez une femme âgée de moins de 65 ans, les hommes âgés de moins de 75 ans, quand il existe des facteurs de risque de fracture. Et bien sûr, en routine, donc tous les jours, on n'évalue pas le risque de fracture chez les sujets jeunes, âgés de moins de 50 ans, sauf s'il existe des facteurs de risque de fracture, dont la prise de corticothérapie, une ménopause précoce, éventuels antécédents de fracture, etc. Donc la liste, vous la connaissez. Donc chez cette patiente, vous avez les résultats pour ne pas compliquer donc les examens. Elle avait une numération normale, il n'y avait pas de syndrome inflammatoire biologique, la protéine 24 heures était négative, donc il n'y avait pas une ostéopathie maligne sous-jacente, il n'y avait pas d'ostéopathie métabolique sous-jacente, donc elle avait la calcémie à 99, le phosphore normal, albuminémie normale, calciurie et phosphaturée de 24 heures normale. Elle a été supplémentée par la vitamine D, donc elle est normale, avec le taux de parathormone à 69, mais elle a une clairance à la créatinine à 37 ml par minute, c'est-à-dire qu'elle est en insuffisance rénale chronique modérée stade 1. Donc on fait l'ostéodensitométrie et donc on a, heureusement que j'ai pas mis les images parce que Dr Kolta donc elle avait un test score à moins de 2,2 pour le rachis, le col fémoral à moins de 2,8 et la hanche totale à moins de 2,6. Donc il y avait une surévaluation des valeurs densitométriques au rachis par la présence de l'arthrose, mais elle avait une ostéoporose densitométrique. Donc là vous avez les stades de l'insuffisance rénale chronique. Donc elle est en insuffisance rénale chronique modérée, donc stade 1. Et donc la question qui se pose, comment évaluer le risque de fracture pour cette patiente? Donc comment on évalue, quels sont les paramètres qui vont nous permettre de dire si c'est une patiente qui a faible risque de refaire une fracture ou risque modéré de faire une fracture, élevé ou très élevé de refaire une fracture. Est-ce son antécédent de fracture sévère? Est-ce qu'il faut calculer le FRAX? Est-ce qu'il faut beaucoup plus le TBS, l'ostéodensitométrie et les facteurs de risque cliniques? Ou se baser sur les antécédents de fracture sévère, l'ostéodensitométrie, les facteurs de risque cliniques, ou doser les marqueurs de remodelage osseux? Donc tout à fait, donc c'est couplé. On sait que c'est une malade qui a besoin de prendre le traitement. Il y a l'indication à traiter, mais toujours face à tous les patients, il faut essayer d'évaluer le risque de fracture comme les autres rhumatismes inflammatoires. Comme dans la polyarthrite rhumatoïde, on utilise les outils d'évaluation, le SEDAI. Dans la spondylarthrite, on utilise le SEDAI. Dans de l'ostéoporose, donc on utilise ces moyens pour pouvoir classer les patients en des patients à faible ou bien risque modéré, élevé ou très élevé de faire une fracture. Donc pour répondre à cette question, donc je vais commencer par la première particularité chez cette patiente. C'est une patiente qui est ostéoporotique ménopausée, mais c'est une patiente qui est âgée. Donc l'ostéoporose chez les patients âgés doit prendre en considération certains paramètres. Donc il y a les facteurs de risque de l'ostéoporose, mais aussi les facteurs de risque de la fragilité de l'individu. Donc l'ostéoporose, donc il y a les facteurs de risque que vous connaissez, la carence en vitamine D, et les indicateurs de fragilité de l'individu sont donc la fatigue, la perte de poids, les pertes cognitives, les difficultés dans les actes courantes, la sarcopénie, donc éventuellement une malnutrition, la fente musculaire, la sédentarité, la polymédication et les maladies chroniques qui sont très fréquentes chez les sujets âgés, le vieillissement qui entraîne l'inflammation chronique, et tout ceci entraîne des conséquences physiques, c'est-à-dire donc la vitesse de marche qui serait réduite, l'équilibre altéré, le risque de tomber, les chutes à répétition, la perte d'autonomie. Donc ce sont des facteurs de risque de chute. Donc l'ostéoporose, premier message chez cette patiente, c'est l'ostéoporose de sujet âgé doit prendre en compte les facteurs de risque de fragilité et les facteurs de risque de l'individu. Les facteurs de risque de fragilité, c'est la réponse à notre première fragilité osseuse, c'est la réponse à la question.
c'est les paramètres qu'il faut prendre en considération, c'est l'ostéodensitométrie, les fractures prévalentes, les facteurs de risque cliniques que présente la patiente, mais aussi les facteurs de risque de chute qui sont la dénutrition, comorbidité, polymédication et sarcopénie. Et comme vous le voyez dans cette étude, alors qui montre bien sûr, donc c'est une étude qui a été faite chez 2500 patients âgés qui ont été suivis pendant 2 ans. Et il a été retrouvé 2646 chutes avec 365 fractures. Donc, les patients qui présentent une fragilité osseuse et des fragilités individuelles, ce sont des patients qui sont à risque de faire des chutes et ils sont à risque de faire des fractures. Donc, qui dit ceci dit le risque de mortalité après la fracture est élevé. Il dit le risque imminent de refaire une fracture. Donc ça, c'est une notion qui est très très importante. C'est le risque imminent de faire une fracture après la première fracture. Le risque imminent, c'est-à-dire le risque dans les 2 ans qui suivent la première fracture de refaire une fracture. Et ça, en elle-même, c'est une indication à traiter les patients. Donc pour résumer, l'évaluation du risque de fracture se base sur l'âge, plus de 65 ans chez la femme, les facteurs de risque cliniques qui sont les facteurs de risque de l'ostéoporose et de chute, les antécédents de chute, les chutes à répétition, et la valeur de l'ostéodensitométrie, et parfois, en fonction du contexte, on va utiliser le FRAX, le TBS et les marqueurs de remodelage osseux. Donc là, je remercie Madame Razi qui m'a envoyé les recommandations de la Société marocaine de rhumatologie pour la prise en charge de l'ostéoporose, et j'ai pris ces diapositives qui résument donc la classification des patients en fonction du risque de fracture. Donc les patients qui sont à faible risque de fracture, ce sont des patients qui n'ont pas de fracture ou qui ont une fracture mineure avec un T-score qui est supérieur à -1 au niveau de la hanche ou bien le rachis. Les patients qui sont à risque modéré de fracture, ce sont des patients qui n'ont pas d'antécédents de fracture ou ce sont des patients qui ont une fracture mineure, par exemple le poignet, et qui ont un T-score compris entre -1 et -2,5. Les patients à haut risque de fracture, ce sont les patients qui n'ont pas d'antécédents de fracture avec un T-score inférieur à -2,5 ou bien la présence d'une fracture mineure avec un T-score inférieur à -2,5 ou bien la présence d'une fracture majeure, quel que soit le T-score, donc T-score inférieur à -1. Les patients qui sont à très haut risque de fracture, ce sont les patients qui ont eu une fracture majeure avec un T-score inférieur à -3 ou ce sont des patients qui ont des fractures multiples, chute à répétition, la prise de corticothérapie ou l'encours, une fracture récente ou une fracture sous traitement anti-ostéoporotique. Donc là, c'est la première classification en fonction des facteurs de risque et l'ostéodensitométrie. Il y a une classification si on utilise le FRAX. Donc les patients à faible risque de fracture, ce sont les patients qui ont un risque de fracture majeur inférieur à 10, fracture de la hanche inférieure à 1. Risque modéré quand les deux inférieur à 20, inférieur à 3 respectivement, élevé quand il est supérieur à 20, supérieur à 3 et très élevé quand il est supérieur à 30 et supérieur à 4,6. Vous allez voir, c'est ce qu'on va utiliser pour nos patientes. Donc, on va répondre à la première question. Finalement, la première question qui traitait, donc selon les recommandations pour le continent africain, dans mes présentations, je le signale, je vais utiliser 2 recommandations, les recommandations pour le continent africain et les recommandations de la SMR donc qui sont marocaines, qui sont récentes. Donc je ne vais pas utiliser les recommandations françaises parce que ils ont été, on les a modifiées. Donc il y a des modifications. Donc pour les patients à traiter, ce sont les patients qui sont à haut risque de fracture, c'est ce que je viens de citer, qui sont à très haut risque de fracture. Et ce qui est différent par rapport aux recommandations françaises, ce sont les patients qui ont un T-score inférieur à -2,5 et non pas -3 comme les recommandations françaises. Ce sont les patients qui ont un FRAX supérieur à 20 et supérieur à 3%, et c'est ce que je viens d'expliquer, et aussi les patients qui sont à risque imminent de faire une fracture, c'est-à-dire ce sont les patients qui viennent de faire une fracture comme le cas de notre malade. Les patients qui sont sous traitement ou long cours, qui entraînent une ostéopathie, éventuellement d'ostéoporose, comme la corticothérapie ou long cours, les traitements donc par les anti-aromatases, et aussi, là aussi c'est une nouveauté, donc on peut traiter les patients qui sont à risque modéré de faire une fracture, quand le FRAC c'est entre 1,1 à 3 pour donc le risque de fracture de la hanche et entre 10 et 20% pour le risque de fracture majeure, au lieu de 20% et 3%.
Donc, les facteurs de risque chez notre patiente, vous allez voir, sans ostéodensitométrie, c'est une malade à traiter. C'est une patiente âgée de 78 ans qui a un antécédent de fracture sévère, une fracture de la hanche, donc il est à risque de faire une fracture imminente. Donc, le risque augmente dans les 2 à 3 ans, mais jusqu'à 15 ans. Elle a une ostéoporose en plus densitométrique, elle a la sarcopénie, donc elle a une ostéosarcopénie, donc ostéoporose avec cette fente musculaire qui est un facteur important de risque de chute, et en plus elle a la polyarthrose et l'insuffisance rénale chronique, donc elle a un risque de faire des chutes à répétition. Donc là, si on veut la classer, c'est une malade qui a très haut risque de refaire une fracture. Mais le problème, donc la deuxième particularité de cette patiente, c'est qu'elle a une insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale chronique, est-ce qu'il pose un problème thérapeutique ou c'est un risque surajouté de refaire une fracture? Elle est à 37 ml par minute, donc on est rassuré, mais il faut savoir que l'insuffisance rénale chronique, c'est un facteur de risque de faire une fracture de la hanche. Quand vous le voyez dans cette courbe, donc en fonction de l'âge, bien sûr, plus on augmente de l'âge, plus il y a un risque de faire une fracture. Et en plus on augmente les patients qui sont suivis pour l'insuffisance rénale chronique, plus le DFG diminue, plus la maladie rénale chronique augmente, plus il y a un risque de faire une fracture. Et ceci est expliqué par cette pathogénie. Donc, je vais l'expliquer rapidement. Chez les patients qui sont suivis pour insuffisance rénale chronique, surtout les patients au stade d'insuffisance rénale chronique stade terminal, vous le savez, il y a plusieurs types de patients. Au moins, les patients qui sont à haut risque, les patients qui ont un haut remodelage osseux, et il y a les patients qui sont à faible remodelage osseux. Ce qu'on rencontre surtout, ce sont les patients qui ont un remodelage osseux qui est très élevé, et les patients qui ont un remodelage osseux élevé, ils ont la perturbation de métabolisme minéralo-calcique, dont la diminution de taux de la vitamine D, dont la diminution de taux de calcium, l'augmentation et la rétention du phosphore, qui est un facteur de risque de calcification vasculaire, qui est en lui-même un facteur de risque de perte osseuse, et on a cette histoire d'hyperparathyroïdie qui en elle-même va augmenter le risque, et donc la perte osseuse, et donc l'augmentation du risque de fracture. Donc maintenant, la question qui se pose, quelle prise en charge doit-on proposer à Madame Fatima pour prévenir le risque d'une nouvelle fracture? Donc est-ce la prévention des chutes, les biphosphonates par voie intraveineuse, éventuellement l'acide zoledronique, les anti-ligands denosumab, un ostéoformateur comme le tériparatide, ou bien il faut juste les mesures hygiéno-diététiques et interdire un traitement à visée osseuse puisqu'il a une insuffisance rénale chronique. Donc la prévention des chutes, bien sûr, on peut traiter par biphosphonate par voie intraveineuse, je vais l'expliquer. On peut traiter par le denosumab, on peut traiter par un ostéoformateur et donc bien sûr action sur les mesures hygiéno-diététiques et il n'y a pas d'interdiction à un traitement à visée osseuse chez cette patiente puisque le DFG est supérieur à 35 ml par minute. Elle est à 37 ml par minute. Donc la deuxième question maintenant qui se pose, comment je vais traiter? Donc on a vu qui traiter, maintenant comment on va traiter? Je vais rapidement faire un petit rappel sur les différentes classes thérapeutiques et comme vous le savez, donc il y a le tériparatide. Le tériparatide c'est un ostéoformateur qui augmente l'augmentation de l'absorption du calcium au niveau rénal, il stimule les ostéoblastes, donc il entraîne une augmentation de la formation osseuse. Nous avons le denosumab, donc qui inhibe la liaison entre le rancre-ligand, donc l'inhibition de la résorption osseuse, et il inhibe aussi la transformation des pré-ostéoclastes en ostéoclastes matures, et donc l'inhibition de la résorption osseuse. Nous avons bien sûr les biphosphonates, donc les biphosphonates par la voie intraveineuse et par voie orale, et il y a deux classes des biphosphonates, les amino et les non-amino-biphosphonates, et il y a donc les antisclérosines. Nous ne l'avons pas malheureusement au Maroc, mais c'est un ostéoformateur qui va inhiber donc la sclérosine sécrétée par les ostéocytes. Donc pour traiter les patients et comment on doit traiter, il faut donc le critère de choix répond à des critères qui sont liés au patient et des critères qui sont liés au traitement. Donc quand je vais choisir un traitement, je vais prendre en considération les facteurs de risque liés au patient, est-ce qu'il y a une contre-indication, donc sa maladie, est-ce qu'il est au stade très élevé de faire une fracture ou non, ce qui est lié aux médicaments, est-ce qu'il a une efficacité sur les fractures vertébrales et non vertébrales, est-ce qu'il a un effet extra-osseux, est-ce qu'il peut être toléré chez les patients, sa disponibilité, son coût, ses indications et bien sûr prendre aussi l'avis des patients.
Donc ça, vous le savez, l'efficacité des différents traitements sur les fractures vertébrales et non vertébrales. Nous avons l'alendronate, risidronate, libondronate, donc surtout alendronate, risidronate, l'acide zoledronique, tériparatide et l'énosumab qui ont une action sur les fractures vertébrales et non vertébrales. Libondronate, surtout pour les fractures vertébrales, et dans certaines études, ils ont trouvé action sur les fractures non vertébrales. Et puis les autres, on ne les utilise pas en pratique, comme l'hormonothérapie et le raloxifène, qui ont beaucoup plus une action sur la prévention et le traitement de l'ostéoporose et la réduction du risque de fracture vertébrale. Donc maintenant, comment traiter, donc c'est pour ça qu'on a fait ce résumé des différents facteurs de risque pour classer les patients en faible, modéré ou haut risque de fracture, parce que donc nous avons le choix du traitement en fonction du risque de chaque patient. Donc chez cette patiente, elle est à haut risque de fracture, donc ce qu'on doit c'est-à-dire choisir chez elle, soit les biphosphonates par voie intraveineuse, donc, ou bien le dénosumab, ou bien un ostéoformateur comme le tériparatide ou bien le romosozumab. Et chez tous les patients, il faut traiter, bien sûr, agir sur les facteurs de risque qu'ils présentent, les facteurs de risque de fracture, et aussi il faut donc la supplémentation en calcium et en vitamine D. Donc ça, c'est tous les patients. Ce qui est différent, c'est donc le choix du traitement anti-résorbeur ou ostéoformateur en fonction du risque, s'il est élevé ou très élevé. Chez notre patiente, on aurait aimé la traiter par un ostéoformateur, mais malheureusement, il n'avait pas les possibilités pour le tériparatide. Donc, pour les recommandations de la Société marocaine de rhumatologie, comme vous le voyez, donc, ce tableau résume très bien le choix du traitement en fonction du risque de fracture et en fonction du T-score et en fonction du niveau, donc le risque de fracture chez la patiente. Chez tous les patients, vous voyez, donc on doit les traiter par la supplémentation en calcium et en vitamine D. Donc bien sûr, encourager l'activité physique, agir sur les autres facteurs de risque. Et là, chez notre patiente, elle est à risque très élevé de faire une fracture. Donc on doit la traiter soit par un antirésorptif par la voie intraveineuse, ou au mieux donc un ostéoformateur avec par la suite le relais par un biphosphonate. Donc là, j'ouvre juste une parenthèse par rapport à l'insuffisance rénale chronique. Donc notre patiente n'avait pas de contre-indication à démarrer un traitement, mais chez les patients qui sont suivis pour insuffisance rénale chronique, surtout au stade terminal, la question toujours se pose en les voit en pratique, les patients envoyés de la néphrologie avec insuffisance rénale au stade d'hémodialyse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr chez ces patients prendre en considération l'ensemble des facteurs de risque qu'il présente. Il faut évaluer la qualité et la quantité osseuse au maximum, donc par l'ostéodensitométrie. Il faut utiliser le TBS, il faut évaluer le risque de fracture par le FRAX. Et ce qui est très important en pratique pour traiter ou non ces patients, c'est l'évaluation du niveau de remodelage osseux chez ces patients. Et pour ceci, donc, il faut demander les marqueurs de remodelage osseux, qui sont la parathormone, les phosphatases alcalines osseuses, les TRAPS et aussi les N-propeptides du procollagène de type 1. Chez les patients qui sont à faible niveau de remodelage osseux, on peut les traiter par un ostéoformateur. Chez les patients qui sont à un haut niveau de remodelage osseux, on peut les traiter par les antirésorptifs. Et les patients qui sont borderline, donc les résultats n'est pas bien déterminé, ni élevé ni diminué. Donc c'est là où il faut faire la biopsie osseuse pour pouvoir choisir le traitement. Le traitement chez ces patients, comme toute la population générale, repose sur des mesures non pharmacologiques, donc tout ce qui est alimentation, tout ce qui est l'éviction des facteurs toxiques, l'exercice physique et l'accent sur les moyens, le risque de chute. La majorité des patients se traitent par la supplémentation en calcium, les inhibiteurs du phosphore, la supplémentation en vitamine D et les calcimimétiques pour freiner l'hyperparathyroïdie. Bien sûr, la prise en charge de la maladie rénale chronique. Et là, donc, la prise en charge dépend du profil des malades. Les patients qui ont un remodelage osseux qui est bas, on les traite par le tériparatide ou bien la baloparatide ou le romosozumab. Chez les patients qui ont un remodelage qui est élevé malgré l'insuffisance rénale chronique avec un DFG inférieur à 30, on choisit un antirésorbeur et généralement c'est le dénosumab que les néphrologues préconisent, qui n'aggrave pas la fonction rénale et qui peut être indiqué chez les patients en insuffisance rénale même avec DFG inférieur à 30. Il faut juste vérifier la calcémie parce qu'il entraîne une hypocalcémie qui est très importante. Et enfin, on discute avec les néphrologues la possibilité de faire la parathyroïdectomie qui va régler en partie ce problème d'ostéopathie fragilisante. Donc, revenons, donc là on arrive au traitement et on a vu les traitements pharmacologiques, non pharmacologiques. La question qui se pose aussi par rapport aux apports alimentaires idéaux chez nos patients, de façon générale.
Qu'est-ce qu'il faut préconiser chez les malades? Selon la Société marocaine de rhumatologie, il faut un apport quotidien en calcium qui doit être compris entre 800 et 1200 mg par jour. On sait que c'est difficile chez notre population d'assurer cette supplémentation par l'alimentation. Et là, donc, on peut les aider par des supplémentations calciques par des comprimés. Il faut un apport quotidien en protéines de l'ordre de 1,2-1,5 g par kilo par jour, qui est recommandé. Et bien sûr, pour la vitamine D, on fait le dosage. Et vous connaissez, je ne vous apprends pas le protocole de supplémentation de la vitamine D chez les patients. Et il faut que les apports quotidiens soient aux alentours de 800 à 1200 unités par jour. C'est bon, les idées sont claires, très bien. Donc là, on arrive au suivi de notre patiente. Donc on l'avait traitée par l'acide zolédronique parce qu'on n'avait pas la possibilité de lui donner le tériparatide ni le denosumab. Donc elle a reçu 3 perfusions d'acide zolédronique, mais c'est sur une durée qui est étalée sur 1 heure. Ça aussi est recommandé par les CADIGO, donc les sociétés qui prennent en charge les patients en insuffisance rénale chronique. Chez les patients chez qui on donne et qui ont une insuffisance rénale chronique, on donne l'acide zolédronique, il faut prolonger la durée de la perfusion par l'acide zolédronique. Au lieu de 30 minutes, on a passé la perfusion sur 1 heure. Heureusement, elle n'avait pas un problème dentaire parce que ça aussi pose un problème en pratique. Elle n'a pas eu d'effet secondaire. La fonction rénale ne s'est pas aggravée, elle est restée stationnaire. Il n'y avait pas de facteur de risque surajouté ni de refracture. Et on a refait l'ostéodensitométrie et on a retrouvé un gain osseux qui est significatif. Donc vous voyez donc le T-score au Rachis-Lambert, il est à moins 1,7 versus moins 2,2. Au niveau du col fémoral à moins 1,9 versus moins 2,8 et au niveau de la hanche totale à moins 1,6 versus moins 2,6 avec donc la plus petite différence significative qui était élevée, qui était supérieure à 0,03. Et le frax était pour le risque de fracture majeure à 8,3 et pour fracture de la hanche à 3,1. Donc là, on est limite. On est en dessous de ceux d'intervention thérapeutique pour fracture majeure et on est en dessus de ceux d'intervention thérapeutique pour la fracture de la hanche. Donc la question qui se pose, qu'est-ce qu'on doit faire? Que feriez-vous? Est-ce qu'il faut une deuxième séquence thérapeutique par l'acide zolédronique? Est-ce qu'il faut reposer l'os et évaluer la densité minérale osseuse après 2 ans? Est-ce qu'il faut se demander les marqueurs de remontage osseux pour s'orienter? Est-ce qu'il faut arrêter le traitement et agir juste sur les mesures hygiéno-diététiques? Ou vous avez d'autres propositions? Les marqueurs de remodelage. 2. Repos thérapeutique, évaluation osseuse après 2 ans. Arrêt du traitement et agir sur les facteurs hygiène de vie. 3. Doser les marqueurs. Donc là, il faut une deuxième séquence thérapeutique. Deuxième séquence thérapeutique, on vous dit pourquoi? Parce qu'on arrive à cette question. Quelle est la durée du traitement et quel est l'objectif thérapeutique? Donc, la durée du traitement, comme vous le savez, donc pour la landronate, résidronate, le traitement par voie orale, on le donne pendant 3 à 5 ans. On peut prolonger la durée du traitement. Pour l'acide zolédronique, donc c'est généralement 3 ans du traitement. On peut aller jusqu'à 9 ans du traitement. Pour le tériparatide, 18 jusqu'à 24 mois. Denosumab, 3 ans, voire 10 ans. Romosozumab pendant 1 an. Mais ce qui est très important à se poser chez cette patiente, quel est mon objectif thérapeutique? Est-ce que je garde le T-score à moins 1,7 et donc le frac supérieur à 3,1 ou j'ai des objectifs thérapeutiques? Donc là, je réponds à la question de Dr Maroufi de tout à l'heure. Les objectifs thérapeutiques, selon les recommandations pour le continent africain, c'est d'avoir un T-score supérieur à moins 1,5. Dans les recommandations françaises, nous avons le T-score à moins 1,5 ou moins 2. Donc là, pour l'Afrique, il faut que le T-score soit supérieur à moins 1,5. Il faut que le risque évalué par le FRAX soit inférieur à 10%. 10% pour le risque de fracture majeure et inférieur à 3% pour le risque de fracture de la hanche. Et il faut bien sûr, pendant cette durée de traitement, il faut qu'il n'y ait pas de facteur de risque surajouté ni de fracture sous traitement. Donc chez notre patiente, elle avait le T-score supérieur à 3,1, donc elle a l'indication un traitement, et le T-score, il est à moins 0,9, moins 0,7. Donc il vaut mieux, puisque tout va bien, il n'y a pas de problème dentaire, il n'y a pas d'aggravation de la fonction rénale de préférence, donc ajouter une deuxième séquence thérapeutique de 2 ans, donc on va être à 3 ans de traitement. 5 ans de traitement, pardon. Donc là, on arrive à la dernière question. Donc quand on met les patients sous traitement, comment on doit gérer les malades?
Donc ça, vous le savez, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Donc quand on met les patients sous traitement, il faut une évaluation clinique et densitométrique, et parfois même par les marqueurs de remodelage osseux. Donc le rythme de surveillance, c'est 3 mois, puis 6 mois, puis tous les ans. Et donc, qu'est-ce qu'il faut chercher cliniquement? Il faut voir est-ce que les patients tolèrent le traitement, est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire, est-ce qu'il est observant au traitement, il n'y a pas des périodes d'arrêt qui vont fausser l'interprétation des résultats par la suite. Il faut voir est-ce qu'il a fait une fracture, est-ce qu'il y a des facteurs de risque surajoutés de fracture ou de chute. Et il faut aussi mesurer la taille pour voir est-ce qu'il n'y a pas une perte de taille qui témoigne d'une présence d'une fracture vertébrale. Sur le plan biologique, ça c'est intéressant, c'est qu'on peut doser les marqueurs de remodelage osseux pour suivre les patients sous traitement. Les marqueurs de remodelage osseux qu'il faut utiliser, c'est le CTX pour suivre le traitement antirésorptif et le N-propeptide du procollagène type 1 pour suivre les patients sous un traitement ostéoformateur. Et les résultats attendus, ce sont les résultats dans les normes de l'adulte jeune. Ça, c'était la clinique. Après 2 à 3 ans, il faut évaluer toujours la clinique. Il faut évaluer l'ostéodensitométrie. Donc ça, vous le connaissez. Et bien sûr, l'évaluation morphologique du rachis quand il y a des symptômes. Une perte de taille, une hypercyphose, des rachialgies. Et là, on va décider est-ce qu'il faut arrêter ou bien poursuivre le même traitement ou bien le changer. Donc, on arrête le traitement à la fin de la séquence thérapeutique quand tout va bien, quand il n'y a pas de fracture sous traitement, quand il n'y a pas un nouveau facteur de risque qui nous oblige de réévaluer les patients et voir s'il faut continuer ou non le traitement, et quand il y a un gain significatif entre les deux ostéodensitométries. Ça a été expliqué tout à l'heure par Dr Kolta. Donc, il faut que le gain soit significatif, donc supérieur à 0,03 g par centimètre carré. Et là, la différence pour nous, c'est que le T-score doit être supérieur à moins 1,5. Le FRAX doit être inférieur au seuil d'intervention thérapeutique, vous avez vu, et il faut par la suite, la réévaluation est recommandée à 2 ans après l'interruption du traitement. Donc on arrête avant la fin de la séquence thérapeutique, donc chez les patients qui vont poser problème, donc soit les patients qui ont présenté des effets secondaires sous traitement, soit les patients qui présentent une inefficacité thérapeutique, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on vient de voir. Les patients qui ont fait une fracture, mais bien sûr après avoir éliminé les autres causes de fracture, une mauvaise observance du traitement, un traumatisme, une prise de médicaments, donc ça serait une fracture qui est liée au traitement. Et aussi, si on fait les marqueurs de remodelage, on voit qu'il n'y avait pas de changement significatif par rapport aux marqueurs de remodelage osseux, et la densité minérale osseuse, il n'y avait pas de gain, ou bien il y avait une perte qui est significative. Donc là, ça m'amène à vous parler un petit peu des marqueurs de remodelage osseux. Donc c'est une question qui se pose en pratique, est-ce qu'il faut le faire ou non. Donc ce que disent les recommandations, comme j'ai dit, les 2 marqueurs les plus importants et les plus intéressants à doser, c'est le CTX pour les traitements antirésorptifs et le N-propeptide du procollagène type 1 pour les ostéoformateurs. 2, ce sont des marqueurs qui n'aident pas pour décider du traitement, ni pour évaluer le risque de fracture chez les patients. Par contre, ce sont des marqueurs qui nous aident dans la prise en charge des patients au cours du suivi. Donc, pour m'expliquer, donc là, c'est une courbe qui montre comment on peut suivre les patients sous traitement en utilisant les marqueurs de remodelage osseux. Les marqueurs de remodelage nous aident à voir est-ce qu'il y a une efficacité thérapeutique ou non, et ils nous aident pour savoir est-ce que le patient adhère ou non au traitement. Donc, on va détecter les mal observants au traitement et on va voir très tôt est-ce que le patient répond ou non au traitement sans attendre 2 ans à 3 ans pour une évaluation osseuse par l'ostéodensitométrie. On peut juste faire les marqueurs de remodelage osseux pour pouvoir donc s'orienter. Ce qu'il faut faire, c'est que quand on décide le traitement anti-ostéoporotique, on peut doser le marqueur de remodelage osseux à répéter après 3 mois du traitement. Donc, à 3 mois du traitement, donc on va voir est-ce qu'on a atteint la plus petite différence significative. Est-ce qu'il y a une baisse des CTX, l'augmentation du M-propeptide du procollagène type 1? Si oui, c'est-à-dire tout va bien, donc on va continuer le traitement pendant 2 ans à 3 ans, on va faire une évaluation ostéodensitométrique. Si on n'atteint pas cette différence significative, là, il faut se poser des questions. C'est soit le patient n'est pas adhérent au traitement, soit il y a un problème d'injection quand il s'agit des injections, soit il y a une pathologie sous-jacente qui entraîne donc la non-absorption du traitement quand il sort par voie orale, soit qu'il y a donc un échec thérapeutique. Donc avant de conclure un échec thérapeutique, s'assurer qu'il y a un problème qui explique la non-différence des marqueurs de remodelage osseux. Et on répète après 3 mois. Donc si tout rentre dans l'ordre, on continue le traitement. Sinon, donc, il faut changer le traitement. Et là, on a la possibilité de changer le traitement avant 2 ans, donc ce qu'on fait en pratique. Donc ça paraît très important, les marqueurs de remodelage osseux, sauf qu'ils souffrent aussi de certaines limites.
Parmi les limites, c'est qu'il ne faut jamais les donner chez un patient qui a fait une fracture, comme notre patiente. Si elle a une fracture récente, il y a l'augmentation des marqueurs de remodelage osseux, donc ça va fausser les résultats. Il y a beaucoup de variabilité pré-analytique et post-analytique qu'il faut prendre en compte avant de demander les marqueurs de remodelage osseux. Et là, donc c'est un autre intérêt des marqueurs de remodelage osseux. Parfois, ça nous aide pour décider l'arrêt du traitement et reprendre le traitement après une fenêtre thérapeutique. Et vous le voyez dans cet exemple de CTX chez des patients qui ont été mis sous placebo alendronate denosumab, et vous voyez la différence de CTX par rapport à l'ostéodensitométrie au niveau du rachis lombaire. Vous voyez que sous traitement, on a une diminution dès les 3 premiers mois, c'est pour ça qu'on les donne pendant 3 mois, 6 mois, on a une diminution dès les 3 premiers mois des marqueurs de remodelage osseux, et on a parallèlement l'augmentation de la densité minérale osseuse sous traitement. Donc à la fin du traitement, après la première séquence thérapeutique, vous voyez qu'il y a un gain osseux, il y a une diminution des marqueurs de remodelage. Dès qu'on arrête le traitement, donc la période de repos thérapeutique, il y a l'augmentation des marqueurs de remodelage et la diminution de la densité minérale osseuse. Et là, donc, on peut parfois, après 2 ans, utiliser les marqueurs de remodelage pour voir est-ce qu'il faut retraiter les malades. Et vous voyez, dès qu'on retraite les patients, il y a la diminution de CTX et l'augmentation de la densité minérale osseuse. Mais les deux principaux intérêts des marqueurs de remodelage, c'est surtout monitorer les patients, donc gérer les patients sous traitement et pouvoir détecter les non-observants thérapeutiques et pouvoir voir est-ce qu'il y a une efficacité du traitement précocement avant l'ostéodensitométrie. Donc voilà, c'était le premier cas clinique. Donc je ne sais pas s'il y a des questions parce que c'est un cas qui nous a permis de répondre aux différentes questions en gérant le patient sous traitement. Donc qui on doit traiter, comment, la durée du traitement et donc comment gérer le patient sous traitement. Madame Razi. Qui est sous denosumab, un risque d'hypocalcémie majeure. C'est qui gère, au fait? C'est le rhumato ou le néphro? C'est les deux. Les deux, généralement, c'est les néphrologues. Les néphrologues, parce que ce sont eux qui donnent le traitement, la supplémentation du calcium chez leurs patients. Mais il y a toujours une collaboration entre les néphros et les rhumatos. Et nous, on doit s'assurer, avant de donner l'OK pour démarrer le traitement, il faut s'assurer de la valeur de la calcémie. Mais ce sont des malades généralement qui sont mis sous supplémentation calcique et vitaminique. Automatiquement après le denosumab. Oui. Toujours dans le même contexte, par rapport aux patients qui sont insuffisants rénaux, est-ce que ça serait pas intéressant de peut-être les garder en hospitalisation 2 jours pour monitorer leur taux de calcémie, vu qu'on a de très faibles travaux qui parlent de traitement anti-ostéoporotique chez les patients qui ont une insuffisance rénale chronique terminale, c'est-à-dire qu'il y a de très faibles séries. Les néphros ne se mouillent pas, on va dire, et ils nous envoient les malades. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas, au CHE, est-ce que vous avez une petite série, vous travaillez sur les patients, vous privilégiez plutôt le Prolia chez les patients, le denosumab chez les patients qui ont une insuffisance rénale chronique terminale? Comment ça se passe? Les osseux ne sont pas malheureusement demandés généralement en pratique, surtout les phosphatases alcalines osseuses. C'est ce qui est très intéressant de faire. Je pense s'il y a un message à faire passer, c'est beaucoup plus faites attention et cherchez l'origine de l'ostéopathie sous-jacente, c'est les patients en insuffisance rénale chronique. Et sinon, l'étude, elle est en cours. Il y a certaines néphros qui ont demandé de faire avec nous une étude en collaboration, elle est en cours. Mais pour l'hypocalcémie, je ne sais pas, Madame Genani ou Madame Kinsey, mais ça ne pose pas problème en pratique. Merci Madame pour cet excellent tour d'horizon. J'aimerais vous demander par rapport au romosozumab. J'ai vu que vous l'aviez proposé pour cette patiente, mais je pense avoir vu quelque part qu'il y avait un warning cardiovasculaire quant au romosozumab. Donc vu son âge, je pense que ce n'est pas toujours indiqué à partir d'un certain âge. Oui, le romosozumab, il n'est pas disponible au Maroc, mais ce qui est proposé chez les patients qui sont à très haut risque de fracture, c'est de démarrer de préférence par un ostéoformateur, un traitement ostéoformateur. Parmi les traitements, il y a le teriparatide, il y a le romosozumab. Mais c'est vrai, donc il y a des effets secondaires sous traitement, surtout antisclérosine, éventuellement le risque cardiaque. Mais chez elle, ça aurait été intéressant peut-être de démarrer le teriparatide. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je passerai au deuxième cas clinique.
Merci, professeur Nsal, pour cette excellente présentation. Je veux juste rebondir sur une chose. Quelles sont les limites des marqueurs du remodelage? Puisque c'est vraiment, d'après l'arbre décisionnel que tu as présenté, c'est vraiment à 3 mois et 6 mois, on peut faire le CTX et dire que vraiment traitement efficace ou non. Pourquoi c'est pas généralisé en pratique? Il y a une liste des limites des marqueurs de remodelage osseux. Il y a des limites pré-analytiques et analytiques, c'est-à-dire au niveau du laboratoire et pour le même patient. Et parmi les limites qui vont nous poser problème, c'est surtout la survenue d'une fracture, l'existence déjà d'une fracture. 1, la majorité de nos patients ont déjà une fracture vertébrale ou périphérique. 2, il faut que le traitement soit fait à jeun. Il faut donc les normes des laboratoires doivent être donc c'est-à-dire de la même population, mais généralement chez nous ça se traite à l'étranger. Donc la population de référence serait française certainement. Donc il y a beaucoup de limites d'utilisation, mais on va essayer de peut-être, ça serait intéressant de l'utiliser. Le coût, oui, le coût, je pense que ça va être aux alentours de 500 ou là plus, un peu plus. Ça, c'est pour nous, mais c'est-à-dire pour les autres pays, c'est pas de pratique aussi courante. C'est-à-dire si on a la possibilité de savoir est-ce que le traitement est efficace ou non avant d'atteindre les 2 années, refaire une ostéo. Donc, je crois que tout à fait. Il y a beaucoup de recommandations. Il y a beaucoup d'articles et de recommandations sur l'intérêt des marqueurs de remodelage osseux. Et on a même qui l'ont intégré dans la prise en charge pour le diagnostic, pour le suivi. Mais toujours, ils signalent qu'ils souffrent de certaines limites. Éventuellement, ces limites analytiques, pré-analytiques, il faut prendre en compte dans l'interprétation. Mais c'est intéressant. Je pense que il faut en parler à chaque fois pour pouvoir les intégrer en pratique. Donc, je passe à une deuxième cas clinique. Donc, c'est une patiente âgée de 62 ans qui est suivie pour polyarthrite rhumatoïde séropositive non déformante, peu destructrice, qui est sous méthotrexate entre 10 et 20 mg par semaine depuis 2015 et qui a reçu des cures de corticothérapie entre 7,5 et 10 mg par jour. Actuellement, elle prend 10 mg par jour par automédication depuis 5 mois. Donc, sa maladie est calme, donc DAS28 à 2,83 et elle a développé depuis 5 ans un diabète cortico-induit sous antidiabétiques oraux qui est équilibré. Donc, c'est une femme qui est active, elle a un IMC à 21,1 et donc on a réalisé une ostéodensitométrie qui retrouve une ostéopénie au rachis lombaire à moins 1,5, au col fémoral à moins 2,2 et à la hanche totale à moins 1,5. Elle a presque une carence en vitamine D à 10 nanogrammes par millilitre avec une calcémie à 82, phosphorémie 32, la PTH légèrement élevée à 86 et phosphaturie et calciurie normale. Donc, quelle est votre conduite? Est-ce qu'il faut corriger la vitamine D d'abord avant de refaire l'ostéodensitométrie et refaire l'ostéodensitométrie dans 6 mois? Est-ce qu'il faut quand même évaluer le risque de fracture par l'outil FRAX puisqu'elle a une ostéopénie avec présence des facteurs de risque? Est-ce qu'il faut démarrer un traitement anti-ostéoporotique puisqu'elle a reçu la corticothérapie avec dégraissement de corticoïdes? Est-ce qu'il faut évaluer l'architecture osseuse par TBS ou bien vous avez d'autres réponses? 2 et 3 et 4. C'est 2 et 3 et 4. 2 et 3 et 4, pourquoi? Parce que donc j'aime bien cet article qui montre quand est-ce qu'il faut démarrer le traitement anti-ostéoporotique et l'arrêter chez les patients sous corticothérapie au long cours. Et vous, comme vous le savez, donc sous corticothérapie au long cours, il y a l'augmentation de la durée de vie des ostéoclastes et donc l'apoptose des ostéoblastes, donc la diminution de la formation osseuse avec une augmentation de la résorption osseuse et aussi il y a la fente musculaire avec l'augmentation du risque de chute. Et donc il faut savoir que le risque de fracture sous corticothérapie au long cours, quoique il arrive dans les 3 premiers mois du traitement, mais il faut traiter les patients quand ils sont à plus de 7,5 mg par jour de corticoïdes pendant plus de 3 mois. Il faut traiter les patients quand ils ont un antécédent de fracture et quand le FRAX est supérieur à 10% pour donc, la fracture majeure. Les traitements qui ont prouvé leur efficacité dans l'ostéoporose cortisonique, c'est résidronate, acézole hydronique, tériparatide, ostéoformateur beaucoup plus puisqu'il y a la diminution de la formation osseuse. Et donc, on arrête le traitement tout en sachant que le risque de fracture sous corticothérapie baisse dans les 9 à 15 mois sous traitement
mais il faut savoir qu'il y a une altération de la qualité osseuse sous corticothérapie qui persiste pendant longtemps. Et donc, chez les patients qui sont sous cortico de long cours, on a deux options. Soit on les traite quand le T-score est inférieur à moins 2,5, ou de préférence les traiter dès qu'on démarre la corticothérapie à une dose supérieure à 7,5 mg par jour pendant plus de 3 mois. Et on arrête le traitement anti-ostéoporotique 6 à 12 mois après l'arrêt de la corticothérapie. Donc, chez cette patiente, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va jamais traiter sans faire une évaluation de risque de fracture. Donc, chez elle est diabétique type 2, donc vous le savez, il entraîne l'altération de la qualité du tissu osseux. 2, elle a un rhumatisme inflammatoire chronique ancien, quoique traité, maîtrisé, mais elle a dû agir et altérer la quantité et la qualité de l'os. Elle a pris la corticothérapie au long cours plus de 3 mois actuellement à 5 mois de traitement, sans oublier la dose cumulée, et elle a en plus une carence en vitamine D qui altère la microarchitecture osseuse. On évalue le FRAX, donc pour mieux évaluer les patients. Elle est ostéopénique, le FRAX pour le risque de fracture majeure, il est à 6,6 et pour la fracture de la hanche à 2,2. Et Madame Lazare nous a fait une évaluation du trabecular bone score avec le TBS qui est diminué, donc à 1,093. Et là, vous voyez l'intérêt, comme ce qu'a expliqué tout à l'heure Dr Koulta, c'est très intéressant d'ajuster le FRAX avec le TBS. Et vous voyez qu'il y a une augmentation du risque de fracture, quoique légère, mais il y a une augmentation du risque de fracture quand on ajoute TBS au FRAX, et il passe de 6,6 à 9,9 pour la fracture majeure et de 2,2 à 3,7 pour fracture de la hanche. Et donc, à quel risque de fracture est-elle chez cette patiente? Est-ce qu'elle est à risque faible, modéré, élevé ou très élevé de faire une fracture? Donc, elle est à risque élevé, voire très élevé de fracture si on utilise les recommandations de la SMR. Vous voyez, donc c'est une patiente qui a un T-score que ostéopénique, mais donc elle est à risque élevé, voire très élevé de faire une fracture parce que le T-score est entre moins 1 et moins 2,5. Elle a un FRAX pour le fracture de la hanche supérieur à 3%, et elle a utilisé la corticothérapie au long cours. Donc on est entre risque élevé et risque très élevé de fracture. Et là, mon message, c'était juste de vous rappeler l'intérêt d'utiliser le FRAX quand même, quand il souffre de limites, mais l'utiliser chez les patients qui ont une ostéopénie avec beaucoup de facteurs de risque, l'utiliser beaucoup plus avec le TBS si on peut, et il faut l'utiliser en utilisant la densité minérale osseuse, parce que donc, dans le FRAX, comme vous le voyez, on peut intégrer la DMO comme on ne peut ne pas l'intégrer. Si on intègre la DMO, donc on a une évaluation beaucoup plus précise du risque de fracture. Vous voyez, donc les patients, ils peuvent être donc à faible niveau de fracture si on n'utilise pas la DMO, et vous voyez quand on l'utilise, ils deviennent au risque de faire ou bien en dessus de seuil d'intervention thérapeutique. Et là, j'ai parlé tout à l'heure de FRAX+. Ce sont des études qui ont été faites. Il y en a qui remontent à 2019. La plus récente a été présentée à l'ECHIO. C'est le FRAX+. C'est une application qui donne une probabilité de faire une fracture meilleure que le FRAX, en ajoutant certains facteurs de risque. Donc, parmi ces données qui ont été ajoutées dans le FRAX+, c'est la DMO au niveau du rachis lombaire, donc chose qui n'existe pas dans le FRAX, la récurrence de la fracture ostéoporotique antérieure, l'exposition à des doses faibles, modérées ou élevées de la corticothérapie, chose qui n'existe pas dans le FRAX, il y a juste corticothérapie oui ou non, et là on a donc la dose faible, modérée ou élevée. Il y a l'utilisation du TBF, mais également l'antécédent de chute qui n'existe pas dans le FRAX, et aussi il intègre le diabète de type 2. Donc c'est une application qui est très intéressante pour évaluer mieux le risque de fracture chez nos patients. Et vous le voyez dans ce tableau, donc une comparaison entre l'évaluation du risque de fracture par le FRAX seul et le FRAX+. Et là, vous voyez également donc une évaluation du risque de fracture par le FRAX en utilisant juste le T-score au niveau du col, comparativement à l'utilisation du col fémoral et la hanche totale. Vous voyez que le risque de fracture, il augmente avec donc le FRAX+, et je trouve que c'est très, très intéressant. Deuxième message, et Dr Koulta en a parlé tout à l'heure, c'est l'importance d'utiliser le TBS, parce qu'il a pu reclassifier 43% des patients fracturés dans la zone ostéopénique. Et vous le voyez dans cette diapositive, en gris foncé, quand on utilise aussi bien chez le même patient le TBS avec la densité minérale osseuse et les facteurs de risque de fracture,
on voit que l'évaluation du risque de fracture elle est meilleure que l'utilisation de la DMO et les facteurs de risque seuls et l'utilisation du TBS seul. Donc, nous a permis de traiter presque la moitié des patients dans la fourchette ostéopénique. Donc, ce sont deux messages déjà clés chez cette patiente. Déjà, le traitement de l'ostéoporose cortisonique, l'importance d'utiliser le TBS, le Frax avec TBS, et aussi l'utilisation de Frax Plus si on peut l'avoir. Donc, chez notre patiente, 2 ans plus tard, alors que tout était bien au cours du suivi, elle a fait une fracture du poignet gauche suite à une chute dans les escaliers. Elle a été traitée donc orthopédiquement. Elle avait un bon état général, donc elle dit qu'elle avait bien suivi le traitement. Elle avait arrêté la corticothérapie depuis 2 mois. Donc on fait le bilan qui était normal. Donc bilan phosphocalcique normal, la vitamine D aussi, la fonction rénale était normale, parathormone, bilan inflammatoire était normal. Il y avait un gain densitométrique au niveau des 3 sites, sauf qu'au niveau du col fémoral, le T-score reste à moins 1,9 versus moins 2,2 ou moins 2,3. Donc ici, la question, que proposez-vous? Est-ce qu'il faut garder le même traitement puisqu'elle avait bien répondu, il y avait un gain osseux? Est-ce qu'il faut faire le relais par un traitement par voie injectable, soit acide hyaluronique ou antiranculigante? Est-ce qu'il faut switcher vers un autre traitement par voie orale, doser les marqueurs du remodelage osseux ou refaire une réévaluation par le TBS et le recalcul du Frax? Donc, soit réaliser TBS et recalculer le Frax, soit doser les marqueurs de remodelage, relais par acide hyaluronique ou elle a pris le résidronate. Très bien, donc là c'est la conduite face à une fracture sous traitement. Donc c'est une patiente qui a reçu 2 ans de résidronate, elle était bien, il y avait un gain osseux densitométrique, mais elle a fait une fracture quand même du poignet. Donc les questions ici qu'il faut se poser, est-ce qu'il s'agit bien d'une fracture ostéoporotique ou une autre pathologie? Il faut voir est-ce que le traitement qu'elle avait pris était effectivement indiqué dans l'ostéoporose cortisonique. Est-ce qu'elle était bien observante au traitement ou est-ce qu'il y avait une mauvaise réponse au traitement? Donc c'était le cas chez notre patiente. Le siège de la fracture, traumatisme à faible énergie, donc c'est classique au cours de l'ostéoporose. Le traitement qu'on a donné, il agit sur l'ostéoporose cortisonique. Elle dit qu'elle était bien adhérente au traitement. Et on n'a pas fait les marqueurs de remodelage parce qu'elle vient de faire une fracture du poignet. Donc ici, c'est un biais d'interprétation. Il faut aussi assurer une supplémentation vitaminique et calcique. Donc on a vu que la calcémie était normale, la vitamine D était normale. Éliminer une affection intercurrente à l'origine de la nouvelle fracture avant de conclure un échec thérapeutique. Donc la patiente était mise régulièrement sous supplémentation calcique et vitaminique D. Il n'y avait pas d'ostéopathie sous-jacente et on a conclu à une altération de la qualité osseuse par la prise de corticothérapie au long cours. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, quoique le risque de fracture il baisse avec le temps, mais il y a toujours une altération de la qualité de tissu osseux sous corticothérapie au long cours. Et ça aurait été intéressant de réévaluer donc l'architecture par le TBS et recalculer le Frax. Donc voilà, chez notre patiente, voilà, c'est ce qu'on a conclu. On a conclu à une altération de la qualité osseuse par la prise de corticothérapie au long cours et elle a été mise sous acézole hyaluronique pendant 3 ans. Et heureusement, donc au suivi, à l'arrêt de traitement, elle était bien. Donc le T-score au niveau du rachis était à moins 1,1, le col fémoral à moins 1,2 et la hanche totale à moins 0,7. On est dans la cible thérapeutique supérieure à moins 1,5. Et donc, elle a bouclé les 5 ans de traitement, 2 ans de résidronate et 3 ans d'acide hyaluronique. Donc là, ça me permet de parler des séquences thérapeutiques. Donc, comme vous le savez, après une première séquence thérapeutique par les biphosphonates, qui ont un effet osseux rémanent, donc on peut se permettre de faire un repos thérapeutique. Le repos thérapeutique, c'est pendant 1 an à 2 ans. Sauf pour le tériparatide et le dénosumab qui n'ont pas un effet rémanent, donc on est obligé de faire le switch par un traitement, généralement par les biphosphonates ou bien le dénosumab pour le tériparatide. Et donc un biphosphonate par voie orale pendant 1 an
après le dénosumab, ou bien une perfusion d'acide zoledronique après une séquence du dénosumab. Le traitement par le romosozumab doit toujours aussi être suivi par un traitement antirésorptif qui n'a pas d'effet rémanent, parce qu'il n'a pas d'effet rémanent, donc sauf soit les biphosphonates ou bien le dénosumab. Là, je voulais juste parler de 2 points importants par rapport au traitement anabolisant. Il peut aussi être utilisé chez les patients qui restent à haut risque de fracture malgré le traitement par les biphosphonates. Donc c'est ce qui est signalé dans cette présentation de professeur McClung, c'est que les traitements anabolisants, on peut les utiliser après un traitement antirésorptif chez les patients qui présentent toujours un haut risque de faire une fracture. Deuxième notion qui est très importante, le gain osseux, il est très important chez les patients naïfs de traitement par les biphosphonates. Donc ça aurait été très important de les utiliser en première intention chez les patients qui sont à haut risque de fracture plutôt que de les utiliser après échec de traitement par les biphosphonates. Et là, donc, c'est une belle diapositive qui montre quand les patients sont à haut risque de fracture. Donc, vous voyez, là, c'est l'indication à traitement ostéoformateur, chose qu'on n'a pas en pratique, on ne les utilise pas parce qu'il n'est pas disponible au Maroc et les patients doivent les apporter de l'étranger. Vous voyez la masse osseuse qui augmente d'une manière très importante et après 1 an à 2 ans par le tériparatide, 1 an par le romosozumab, il faut une période de consolidation par un traitement antirésorptif pendant 5 à 10 ans, voire plus, en fonction du risque de fracture chez les patients. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, dans cette cas clinique, c'était surtout un cas sur l'ostéoporose cortisonique, l'intérêt d'évaluer mieux le risque de fracture chez les patients. Et donc également, on a vu les différentes séquences thérapeutiques et la fracture sous biphosphonate aussi dans ce cas clinique. Et dire pour les plus jeunes, insister sur le fait qu'il faut raccourcir la corticothérapie au maximum chez les polyarthrites rhumatoïdes. C'est important. C'est Maroufi. Merci pour la qualité de votre exposé. Alors, en cas de traitement par dénosumab, en cas d'arrêt plutôt du traitement, pour éviter la cascade fracturaire, alors on doit prendre le relais par un bisphosphonate, par voie orale ou intraveineuse. Comment vous gérez cette situation? À quel moment démarrer l'un ou l'autre? Doit-on se baser obligatoirement sur les CTX avant? Alors, comment vous faites en pratique? Ce dénosumab se voit dans les 6 mois d'arrêt de dénosumab. Donc, il est préférable de démarrer, de faire soit une perfusion d'acide zoledronique, une seule suffisante pour consolider ce qui a été gagné par le dénosumab, ou donner 1 an du traitement par biphosphonate par voie orale, mais dans les 6 mois suivant l'arrêt du dénosumab. C'est là où l'effet rebond commence. Donc, je pense qu'il faut faire d'emblée le relais dès la dernière perfusion de dénosumab jusqu'à 6 mois, et par la suite, après 1 an, refaire une évaluation osseuse. Non, parce que justement à la fin de la séquence thérapeutique, le taux de CTX est effondré. Alors si on donne un anti-ostéoclastique, ça peut aggraver les choses. Donc il faut attendre normalement un certain temps pour que le taux de CTX soit un peu augmente un peu pour démarrer les bisphosphonates. Pour les 6 mois. C'est vrai qu'on ne va pas le donner dès le lendemain de l'arrêt de dénosumab. Déjà, la séquence thérapeutique de dénosumab, il faut attendre 6 mois pour faire la deuxième injection. Donc justement, voilà, donc c'est à partir de 6 mois, dans cette fourchette, qu'il faut commencer le traitement. Et pour le CTX, je signale, c'est intéressant de les utiliser pendant cette période de repos thérapeutique, mais ce n'est pas prouvé. C'est-à-dire, dans la littérature, ils ne sont pas indiqués pour décider de l'arrêt du traitement et le reprendre après le repos thérapeutique. C'est beaucoup plus pour gérer les patients au cours du traitement et voir est-ce qu'il y a une non-observance thérapeutique. Mais c'est vrai, c'est une très bonne question. Il faut les démarrer à partir de 6 mois puisque c'est le rythme d'injection du dénosumab.
Donc, troisième cas clinique, s'il est très court, j'ai un seul objectif. Donc, c'est cette patiente qui est âgée de 67 ans, qui a un antécédent d'AVC sous aspégique depuis 5 ans, qui a des épigastralgies suite à l'Helicobacter pylori sous traitement, et qui est suivie pour rhumatisme par dépôt de pyrophosphate du calcium déhydraté, donc avec localisation multiple au genou, au niveau des mains et au niveau du rachis. Elle est maigre, donc elle a un IMC à 17,5. On a fait un bilan qui est normal. Et au niveau de l'ostéodensitométrie, nous avons une ostéopénie au rachis, sachant qu'elle donc elle a une ostéoporose au rachis. Au niveau du col fémoral à moins 2,1 et au niveau de la hanche totale à moins 1,3. Donc, faut-il traiter l'ostéopénie de Madame Rahma? Oui. Tout à fait. Donc, il faut évaluation du risque de fracture. Toujours, on ne se précipite pas. Il faut qu'on évalue le risque de fracture chez cette patiente. Donc, elle est âgée de 67 ans, plus de 65 ans. Elle est maigre, donc un IMC à 17,5. C'est un facteur de risque important de fracture. Elle a l'antécédent d'AVC qui l'oblige à être sédentaire. Elle a un rhumatisme métabolique avec polyarthrose, donc qui handicape la patiente, donc elle est sédentaire et un risque de fracture. Elle a une ostéopénie qui est proche de moins 2,5, sachant qu'elle a une ambarthrose. Et donc l'évaluation du risque de fracture par le FRAC se retrouve le risque de faire une fracture majeure à 3,9 et fracture de la hanche à 1,8. Et là, elle est à risque modéré de faire une fracture. Et on a envie de la traiter parce qu'elle est à risque modéré de faire une fracture par le FRAX. Et quand même, elle est âgée, elle a un IMC qui est très bas. Elle a une ostéopénie qui est donc proche de moins 2,5. Et donc, si on traite cette patiente, on va la traiter soit par des perfusions. Ce qui est indiqué, c'est les perfusions d'acide zolédronique. 4 perfusions chaque 18 mois. C'est ce qui est recommandé pour les patients qui sont à risque modéré de faire une fracture. Donc, la question, quel risque pourrait-elle avoir sous traitement ? Donc, l'indication au traitement est là. Tout à fait. Donc, il y a un risque de faire une poussée de chondrocalcinose. Donc, mon objectif ici, c'est de vous parler rapidement des risques sous traitement. Donc, on sait que tous les médicaments ont des effets secondaires et bien sûr, on les utilise parce que le bénéfice est supérieur au risque. Mais chez certains patients, donc, nous avons des effets secondaires qui peuvent présenter sous biphosphonate, dont l'œsophagite. C'est une patiente qui a des épigastralgies et donc suite à Helicobacter pylori, donc il y a un risque d'œsophagite, surtout pour le traitement par voie orale, moins pour le traitement par voie intraveineuse, et aussi chez elle le poussé de rhumatisme métabolique type poussé de chondrocalcinose. Donc à côté de ces risques, nous avons la possibilité de syndrome pseudogrippal. C'est pour ça qu'on traite les patients on prépare les patients avant la perfusion, les uvéites, l'aggravation de l'insuffisance rénale, l'ostéonécrose de la mâchoire, les fractures atypiques sous biphosphonate, quoique rare, mais ça existe surtout quand on traite les patients au-delà de 10 ans du traitement ou quand ils ont des facteurs de risque locaux. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cet excellent exposé très riche, très complet et très pratique. Est-ce qu'il y a des questions? Si, comme dans la goutte, au déstockage des dépôts de cristaux de pyrophosphate de calcium, ou c'est... Oui, c'est de la même façon. Quand on démarre un traitement hypouricémiant, on déstocke un petit peu les dépôts et il y a un risque de poussée de gouttes. Est-ce que c'est de la même façon? C'est en fait... Que la poussée de chondrocalcinose chez les malades, donc soit parce que les biphosphonates ressemblent au pyrophosphate du calcium déhydraté, donc cette ressemblance va entraîner une altération des phosphatases alcalines et donc la crise de chondrocalcinose. 2, il y a des crises aiguës chez les patients qui font des perfusions d'acide zolédronique. Il y a donc tout ce qui est sécrétion de cytokines, le syndrome inflammatoire, sécrétion du l'IL6 qui donne une crise aiguë. Et il y a aussi les hypocalcémies qui se voient au cours de la chondrocalcinose et qui expliquent en partie la crise chez les patients. Dans ce cas, peut-être il est plus sage de garder une petite dose de colchicine. Hein. Oui.
C'est un risque qui est rare, mais à y penser. C'est un risque qui est rare, mais à y penser ou qui pose pas de problème. Quand les patients sont en crise, on va les traiter symptomatiquement tout en donnant le traitement anti-ostéoporotique. Merci. De l'âge, donc ma mémoire m'a peut-être trahi pour la fréquence des ostéonécroses de la mâchoire. J'ai pensé que c'était beaucoup plus rare que ça, mais bon, je sais c'est pas quelques si chiffres. Ça peut aller jusqu'à 100 000. Voilà, exactement. Et ça, c'est le premier point. Et deuxième point, je ne sais pas si vous avez le même problème, mais quand on envoie nos patients chez le dentiste pour demander l'avis avant et surtout qu'ils fassent les soins nécessaires avant qu'on commence, il y a une frayeur chez les dentistes. Il faudrait peut-être les associer parce que c'est quand même important. Pas plus tard que la semaine dernière, une patiente à qui le dentiste a dit: si c'était ma sœur, je ne donnerais pas de biphosphonate. Je crois qu'il a tout dit avec ça. Et franchement, alors que la patiente n'a ni implant, ni qualité de sa dentition délétère, vraiment, il y avait un affolement qui est à... Peut-être qu'il faut les associer dans ce type de choses. Et puis, je voulais quand même vous féliciter parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Vraiment, c'était très très bien fait et bien amené comme d'habitude. Merci madame. Je confirme aussi un petit peu ce qu'a dit madame Kinsey pour les dentistes, parce qu'à chaque fois on reçoit des courriers. Est-ce qu'il faut faire des soins ou non par rapport au traitement que vous avez marqué là? Donc il faut essayer bien de les associer, de faire des discussions, parce qu'apparemment ils ne savent pas beaucoup de choses sur ces traitements-là. C'est vrai, c'est ce qui se fait. C'est-à-dire avant quand on démarre le traitement chez nos malades, on fait automatiquement un contrôle dentaire et le CG. Et pour le contrôle dentaire, c'est vrai que ça retarde un peu l'instauration des traitements, parce que presque tous les dentistes sont effrayés par la qualité des dents chez nos malades. Ils commencent à faire des soins dentaires. Quand on envoie les lettres pour savoir est-ce qu'on démarre quand même le traitement, ils ne donnent pas de réponse, c'est-à-dire qu'ils ne collaborent pas. Ils disent que c'est une maladie qui nécessite un traitement, ils commencent les soins, ils la mettent sous antibiothérapie, c'est à nous de décider de démarrer ou non le traitement. Il y en a certains qui disent qu'il y a une contre-indication. C'est vrai, en pratique, ça nous retarde par rapport à la prise en charge des malades, c'est un. Deux, je voulais mettre des recommandations, mais je ne voulais pas, alourdir la présentation, mais c'est très rassurant chez nous. Chez les patients qui sont suivis en rhumato-ostéoporose, qui n'ont pas de problème, c'est-à-dire qui ne sont pas sous chimiothérapie, sous hormonothérapie, c'est-à-dire il y a des recommandations qui disent quand est-ce qu'il faut démarrer le traitement et non. Et donc ils disent que chez les patients qui sont suivis en rhumato, il n'y a aucun problème à démarrer un traitement anti-ostéoporotique en parallèle avec les soins dentaires. Ce qui est inquiétant, c'est surtout par rapport aux implants. C'est une contre-indication absolue. Donc, il y a deux classifications. Il y a des faibles risques en fonction des facteurs de risque des patients et en fonction du traitement. Et on a deux profils des malades. Il y a les malades qui sont suivis en rhumato et les malades qui sont suivis en non. Et on voit que le risque est très faible chez nos malades. C'est-à-dire ceux qui nécessitent des soins dentaires simples, on peut quand même continuer le traitement par biphosphonate. Par contre, ceux qui ont un très mauvais état parodontal, qui vont subir des implants, qui sont sous chimiothérapie, sous corticothérapie, donc là, il faut attendre la cicatrisation et redémarrer le traitement 3 mois après. Mais il y a des recommandations, il y a beaucoup de recommandations qui sont très bien précises là-dessus. Les maxillofaciales et les ORL. Et peut-être un petit bémol en rhumatologie, juste pour les patients qui sont sous corticothérapie, justement, parce que ça fait partie des facteurs aussi. D'autres questions? Moi, j'avais juste une petite remarque concernant, j'ai vu que sur le nouveau Frax, en bas à droite de la diapositive, ils avaient marqué HAL, ce qui m'a fait plaisir, parce que HAL, c'est le Hip Axis Length, c'est la longueur de l'axe du cône. Et ça m'a fait un peu peur parce que je suis sûr qu'il y aura beaucoup de problèmes techniques pour mesurer le HL, parce que comme ça se mesure automatiquement, les gens ne vont pas voir ce qu'ils font. Et en fait, il y a une différence entre HAL et NAL, le Hip Axis Length et le Neck Axis Length. Le Neck Axis Length se mesure jusqu'à la tête et le Hip se mesure jusqu'à l'intérieur du bassin. Et souvent, le cadre que l'on mesure chirurgique, il est en plein milieu de l'os, donc ce sera mal mesuré, ce sera plus court que le Hip Axis Length. Et
on n'aura pas le même risque de fracture s'ils le font de façon automatique. Mais c'est bien d'avoir inclus des paramètres géométriques déjà dans les critères d'évaluation. J'avais juste une question, on n'avait pas parlé de filière avec nos collègues orthopédistes. Est-ce qu'il y a une collaboration avec... On a essayé de collaborer. On a contacté les services d'orthopédie depuis 2011. Je me rappelle de l'année. Et on a établi la fiche d'exploitation, mais il y a toujours ce problème d'envoi des patients au service pour évaluation. Peut-être que le professeur Lafaeu va répondre. Alors, sûrement, il y a une insuffisance globale, c'est-à-dire de dépistage et de traitement de patients qui ont l'ostéoporose. Non, on les constate, c'est-à-dire de près, on peut faire le dépistage. Maintenant, c'est sûr qu'on est plus sensibilisé qu'auparavant dans notre pratique quotidienne, dans la prise en charge de l'ostéoporose. J'ai commencé à envoyer beaucoup de malades. Ils peuvent en témoigner au service de professeur Kinsey auparavant, professeur Janani maintenant et Ensar en tant que responsable de l'unité de ostéopathie fragilisante. Et c'est sûr que je vais faire un effort de sensibilisation auprès de mes collègues. Et attendez-vous à un flux de malades énorme. Maintenant, il y a bien sûr les difficultés dans notre pratique, c'est l'accès aux soins, c'est plusieurs paramètres aussi. Je sais que vous avez fait un effort sur le prix de l'ostéodensitométrie, ça coûte maintenant 600 dirhams au service. Les patients Ramidis, ils peuvent bénéficier, je pense, à titre gratuitement. Il y a, c'est-à-dire des efforts à faire sur d'avoir un circuit de soins unifié. Je sais que mes prédécesseurs, il y avait donc quelqu'un qui s'en occupait de vous envoyer des malades. Maintenant, on va essayer de continuer donc ce partenariat-là. On verra les résultats d'ici au temps. Avec plaisir. Merci, professeur Ensar, pour cet excellent exposé. Donc, notre atelier prend fin. J'espère que vous avez profité. Donc, c'est un grand plaisir de se retrouver après Covid, donc avec ces ateliers-là. Donc, je vous rappelle qu'on aura, Inch'Allah, le 4e atelier cette année. Il va être un petit peu retardé jusqu'à janvier, juste parce que c'est décembre, il y a plein de conférences, plein de congrès. Donc, on va, donc Inch'Allah, le programmer. Je vous donne rendez-vous au même lieu. Donc, en 20 janvier. Donc, ça sera le thème sur la douleur. Et donc, ça sera, Inch'Allah, professeur Larosse, c'est ça, Françoise Larosse, qui va animer cet atelier en collaboration avec Dr Louhamen, qui est médecin de la douleur, qui travaille vacataire 2 fois par semaine à l'hôpital Nourouch de Casablanca. Et donc là, je vous donne rendez-vous. Je remercie encore une fois Dr Sami Kolta, le professeur Ensar, pour ses exposés. C'est très intéressant et surtout pratique. On a besoin plus de la pratique. Donc ça, c'est très important. Et je remercie aussi les laboratoires qui nous ont épaulés dans ces ateliers. Et je vous remercie tous pour votre présence. Et Inch'Allah, au 4e atelier en janvier, bi'idhnillah.